On peut pas vraiment dire de quoi le tome 2 parle si on ne sait pas de quoi le premier tome parle, puisque c'est une suite directe du tome 1. Donc le tome 1, rapidement, c'est l'histoire de 10 personnes qui vont se réveiller sans le moindre souvenir de ce qu'ils ont fait la veille dans une maison et apprendre qu'ils y sont enfermés pour les besoins d'une télé-réalité d'un nouveau genre et qu'ils doivent trouver la sortie. Et donc la suite du tome 1, ça va être surtout voilà, la connaissance plus approfondie des personnages qui peuvent sembler un peu caricaturaux au premier abord, et puis voilà, découvrir leurs nuances, leur psychologie, leurs relations aux autres, et puis la gestion du stress d'être enfermé sans savoir pourquoi. Je suis pas sûre que ça donne très très envie. Le tome 2, de fait, il est axé sur la raison pour laquelle ils sont là, l'évolution de leurs relations et puis surtout voilà, le fait de toujours nuancer ce qu'on pense d'eux par rapport à des témoignages sur leur passé, puis voilà, essayer de dépasser un peu les apparences et de découvrir la vérité. Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Pour répondre à un besoin, je pense, de s'exprimer, de sortir un peu de moi. Voilà, que ça permet de lever un peu les yeux de son nombril, je pense, pour s'ouvrir au monde, pour se laisser le droit d'imaginer, de rêver la vie de quelqu'un d'autre, de la vivre avec lui ou elle, d'aimer d'aimer plus son prochain, je pense, en essayant de comprendre des personnages imaginaires. Et puis aussi, ça dépend de ce que j'écris, mais aussi pour être lu. Pourquoi j'écris? Et aussi j'écris parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce que ça me soulage, parce que ça me permet de m'évader. Et parce que j'ai des histoires à mettre sur papier que je veux pas qu'elles restent dans ma tête. Voilà. Pour accélérer le palpitant, je pense que c'est surtout une question de rythme et de style. Essayer d'écrire beaucoup et surtout l'essentiel de supprimer énormément. Donc ça, je fais beaucoup des coupes et des coupes et des coupes pour essayer de garder ce que Gide appelait la substantifique moelle du texte, vraiment de réussir à captiver par la rapidité du rythme. C'était quoi après le palpitant? Pour maintenir l'intérêt du lecteur. Ben ça, je pense que l'intérêt, avant de le maintenir, il faut le susciter. À mon avis, il faut essayer de susciter de la curiosité, de proposer des personnages et des histoires qui donnent envie de mieux les connaître, qui donnent envie d'avoir un aperçu de la suite. Et puis après, pour le conserver, ma foi, je fais de mon mieux. Et j'espère que ça marche. Oh oui. Ah oui, j'ai une structure en béton armé. J'ai mis peut-être 5 ans à construire une structure vraiment impeccable parce que je pense que dans un thriller, les moindres détails doivent être réfléchis. On ne peut pas se permettre de faire la moindre incohérence, même sur à quoi ressemble le lieu, sur le passé des personnages, sur le développement de l'histoire, le timing, les jours, les heures, les secondes. Donc j'ai des carnets et des carnets de structure chronologique, de plans de la maison, j'ai fait des cartes d'identité des personnages, je les ai déchirées, refaites. Voilà, à mon avis, on peut pas commencer une histoire enfin une histoire dans ce genre de suspense en tout cas, si on connaît pas la fin, sinon c'est le casse-tête. Et puis ça risque, il y a une chance sur deux pour que le lecteur comprenne qu'on sait pas où on va et qu'il ait l'impression qu'on se fout de lui. Oh là là, bah oui, grave. Forcément, je crois que c'est le vœu de tout le monde. Enfin, je vois pas quel auteur qui pourrait souhaiter dire non, c'est vraiment pas fait pour ça. Et alors par contre, les réalisateurs, je suis vraiment pas au top de ma culture. J'aime bien la façon qu'a
Guillaume Canet d'envisager les adaptations de livres. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal, Guillaume Canet. Avec une bonne bande-son. Une bonne bande-son à la John Williams, un truc de Harry Potter. Alors, non, j'écoute rien du tout. Jamais, je me laisse pas du tout... en fait, c'est que ça me déconcentre. Et en plus, j'ai tendance à taper les mots que j'entends. Et du coup, ça deviendrait vraiment n'importe quoi. Ma méthode de travail, c'est que Ma méthode de travail, je me mets à l'aise. Le PC sur les genoux, toutes mes notes, toutes mes frises chronologiques, mes plans autour de moi. J'ai une cafetière. Et je tape, je relis, je supprime. Et surtout, En fait, non, il me faut vraiment aucun bruit parasite. Sinon, comme je me déconcentre facilement, sinon je regarde des mouches qui passent et je trouve leur trajectoire dans la pièce extrêmement poétique. Voilà. Très honnêtement, j'ai aucun de mes personnages qui ne correspond vraiment noir sur blanc à quelqu'un dans la réalité. Surtout, je crois que je voulais pas faire ça. Déjà parce que c'est très dangereux, c'est casse-gueule, quelqu'un peut se reconnaître, on peut aussi biaiser ses propres sentiments pour la personne en lui inventant une vie. Je pense que je suis moi dans certains des personnages. Par contre, j'ai essayé d'y caser quelques petits clins d'œil hyper discrets à des gens que j'aime. Donc, par exemple, le nom du chat du tome 1, le gros chat blanc, c'est un petit clin d'œil au chat de ma grande sœur pour qu'elle se reconnaisse. J'ai glissé aussi quelques petites choses qui font référence à mon petit bébé dans le tome 2, le nom de son doudou. En fait, voilà, j'ai glissé quelques petites anecdotes de vie que seuls les gens dont je suis très proche peuvent reconnaître pour qu'ils sentent la proximité avec moi. C'est juste des petits témoignages d'amour, quoi. Rien de plus. J'aurai certainement mon prochain roman qui n'est pas commencé. Oh, c'est chaud. Ah, c'est un joyeux bordel. Alors, j'en pense que c'est sur le papier une idée hyper honorable. Une idée qui va dans le sens de l'égalité des sexes, du respect d'autrui, de l'ouverture de la langue. Pour moi, une langue vivante, elle est toujours censée évoluer. Mais je crois que ça pourrait créer un merdier sans nom, surtout pour les gens qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas du tout un accès facile à la langue française, qui est déjà hyper dur à apprendre. Et là, on peut penser aux jeunes élèves qui sont pas à l'aise avec l'orthographe, qui sont dyslexiques, qui ont des problèmes de lenteur, et pour qui ça peut créer vraiment presque un refus de rentrer dans la langue française tellement ça va compliquer. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est un travail d'initié pour des initiés, quoi. Je trouve que ça resterait trop dans les hautes sphères intellectuelles. Faire attention à pas trop compliquer la vie des gens dont la vie est déjà compliquée. Oh, je vous ai pas fait voir mes marionnettes. Salut. Alors, les choses à améliorer dans le monde de l'édition. Perso, j'ai été contactée par une maison d'édition géniale qui s'appelle Mot en Flow, chez qui j'ai publié les 2 tomes, et vraiment, très honnêtement, avec objectivité, je ne changerai rien dans cette maison d'édition, que ce soit dans la communication, dans le rapport à la fois hyper professionnel et en même temps hyper humain entre tout le monde. Et dans le monde de l'édition, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un monde qui est vu comme un milieu de requins, et à mon avis c'est surtout la dimension commerciale qui demande à être changée, d'éviter de mettre en avant ce qui se vend bien uniquement parce que ça se vend bien, et
peut-être de valoriser des gens qui franchement le mériteraient et qui pataugent un peu au milieu d'une sorte de marais de grands auteurs hyper médiatisés. J'en ai plein, mais vraiment plein. Mon top, ah puis alors c'est hyper varié. Je dirais, dans mon top 10, sans la moindre notion de classement, on va mettre Boris Vian, qui était en plus d'être un auteur fou, un type extraordinaire et un sublime musicien, Alfred de Musset, dont je suis amoureuse, Gustave Flaubert. Je sais pas pourquoi je l'attendais, ça, Flaubert. Flaubert, c'est un génie des mots, un connard fini dans la vie, mais un génie des mots. Un type qui ne pose pas une phrase sans en avoir fait 10. Et de toute façon, les écrivains du 19e, Zola, extraordinaire Zola. Et puis alors après, complètement à côté, J.K. Rowling, parce que Harry Potter j'aime, je suis une fan inconditionnelle. Harry Potter, ça a porté mon adolescence, ça fait rire ma vie d'adulte, ça fait rire mes élèves, je sais pas, c'est une référence universelle pour moi maintenant. Oh bah tiens, je vais regarder ta bibliothèque. Romain Gary, extraordinaire. Oh, non, je vais m'arrêter là, on va dire que les premiers auxquels je pense, ce sont les bons. Alors là, je crois que je vais décevoir la planète. En même temps, j'exagère. Non, j'ai pas de livre de chevet. Mon chevet, c'est une chaise avec un globe terrestre lumineux. Et c'est tout. Quand je me couche, je dors. J'ai pas de livre de chevet. J'ai des livres qui sont devant moi toute la journée et qui me font du bien. Mais j'ai rien sur ma table de nuit. La nuit, c'est la nuit. À fond. Alors là par contre, déjà une bonne partie du tome 2 se déroule dans Nantes, qui est ma ville de coup de cœur, ma ville. Et sinon, je me balade sur Google Maps version petit bonhomme où on peut se balader là pour repérer les numéros de rue, le style des maisons. Toutes les rues qui sont mentionnées, elles existent. Tous les trajets qui sont mentionnés, on peut les faire dans la réalité. Les bâtiments, on peut rentrer dedans, certains même. Ah non, ouais, je suis à fond pour ce genre d'histoire, hein, parce qu'après l'imaginaire, ça peut aller au-delà des royaumes de Google Maps, heureusement. Mais pour cette histoire-là, je voulais un truc mais méga crédible et que les gens qui connaissent ces villes-là, toutes les villes dont on parle, puissent se dire putain, c'est à côté de chez moi, quoi, ça existe, faut que j'aille voir cet endroit. Voilà. Ah non, surtout pas. Ah non. Ah non, mais je pense même qu'un truc écrit comme ça sur un paquet de céréales, c'est de la littérature. Moi, j'ai une sorte de vision globale de la littérature qui est juste des mots qui font du sens. Et que ce sens-là, tous ces mots-là, ils nous apportent du vocabulaire pour avancer dans la vie, pour affiner nos pensées, en fait, pour qu'on ait, quand on pense, les mots justes, pour qu'on ait, quand on aime, la bonne façon de dire à la personne qu'on aime, la bonne façon de régler des conflits, et ne pas avoir juste à dire c'est bien, c'est mal, mais... Ah non, je pense que la littérature, c'est le bon usage du mot, et peut-être que la sous-littérature, la seule sous-littérature à laquelle je penserais, c'est l'usage du mot à des fins dangereuses et manipulatrices. Voilà, c'est tout. Mes influences littéraires. J'ai tendance en fait quand je ferme un bouquin, à penser un peu comme la façon dont le livre est écrit. Du coup, des fois, je lis un poème en alexandrin et après, je réalise que je suis en train de penser en alexandrin, c'est dément. À mon avis, en fait, j'ai tellement peur de mes influences littéraires. Ouais, voilà, c'est ça. Mes références littéraires, c'est celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est le 19e. Et Proust aussi, au niveau 20e. Proust, Sartre. Enfin, des gens qui sont auxquels je peux pas me mesurer, auxquels je prétendrai jamais me mesurer. Donc je crois que mes influences littéraires, ce sont des contre-influences, et que tout ce que je fais, c'est surtout d'essayer de ne pas me mesurer à ce à quoi je peux pas me mesurer. Voilà, donc mes références, ce sont des auteurs que j'admire tellement que je fais autrement.
Bah, il faut que je vous révèle que c'était moi. Il y en a qui disent que c'est Quentin Tarantino, mais... Bah oui, mais malheureusement, le monde se trompe. Bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je crois que dans la vie, on a besoin de mots. Je crois que on est malheureux, on peut être malheureux sans les mots, quelle que soit la langue utilisée, ou la langue des signes, ou qu'importe. Et plus on a de mots dans notre petit bagage de mots, dans notre petite valise, et plus on a la chance de pouvoir les dire comme on voudrait les dire, exactement. Donc écouter les gens qui parlent, c'est important, mais lire, ça leur donne toute leur substance, puisqu'on voit à quel point tous les mots peuvent être porteurs de symboles, de métaphores, et qu'on voit qu'on peut dire tout sans le dire vraiment, on maîtrise les sous-entendus, on maîtrise l'humour, hyper important, le second degré, on prend de la distance. Je pense vraiment que lire, c'est une chance de plus d'être heureux. Ah, carrément. Alors, je pense qu'on ne peut pas permettre l'accès à la culture à quelqu'un qui ne souhaite pas y avoir accès. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je verrais la question. La culture, elle est partout dans le monde. Il n'y a pas de... La culture, c'est pas les livres, c'est pas le cinéma, c'est pas la musique, c'est ça. Mais c'est aussi juste ouvrir sa porte, regarder dehors, se balader, lever la tête de ses pieds. Et donc, à mon avis, ce qu'il faudrait plutôt, c'est pas tant chercher à développer la culture, parce que ça va tomber dans la petite sphère intellectuelle enfin voilà, je sais pas comment finir mon mot. Éviter de penser que la culture, c'est un petit domaine restreint pour les initiés, et plutôt faire comprendre, donner envie aux gens de découvrir la culture. Parce qu'apparemment, dès l'instant qu'on a envie de connaître la culture autour de soi, on lève les yeux, on regarde, et c'est là qu'on découvre un endroit, que cet endroit, il est dans un film, qu'on a envie de voir le film, que le film nous donne envie d'en voir un autre, de découvrir un acteur, de découvrir le livre qui a donné lieu au film, d'aller peut-être découvrir la langue, si c'est un texte traduit, Voilà, la culture, c'est d'abord ouvrir sa fenêtre. Donc il faut donner aux gens qui ne font pas envie d'ouvrir leur fenêtre. Écrire, alors je peux pas prétendre, je sais pas si je prétends écrire de la littérature. Mais écrire, ça sauve, vraiment, dans les moments les plus... Dans les moments en fait où je ne savais pas ce qui allait pas, mais je savais que ça n'allait pas, c'est en écrivant que la solution... En fait, c'est en écrivant que j'ai compris le problème. Et que les phrases en s'enchaînant devenaient vraiment l'expression du problème. Ça me sauve. Parce que qu'est-ce qu'on est soulagé quand on sait ce qui va pas. Mais un livre que j'ai lu, que j'aurais lu et qui m'aurait comme ça sauvé. Il y a un livre que j'ai lu qui m'a fait comprendre que je voulais être prof de français, et ça m'a certainement sauvé de bien des tracas quand à l'adolescence on nous demande ce qu'on veut faire et qu'on sait pas. C'est Le Grand Môle d'Alain Fournier que mon grand-père, que j'estimais énormément, m'a donné, et lui qui était prof de français avait écrit tout un tas de questions dans la marge avec sa petite patte de mouche. Et en fait, j'ai réalisé que j'adorais ça, questionner, répondre aux questions de mon grand-père, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, questionner les textes. Voilà, ça m'a peut-être sauvé de tout plein d'angoisses que j'aurais pu avoir si je ne savais pas où j'allais. Ariel Sautet, merci beaucoup. Merci à vous, merci Cédric, merci Kim, merci les lecteurs, merci la vie, merci l'amour. Voilà, mes fesses sont magnifiques et sont reconnues par le patrimoine international de la booktubosphère. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est filmé et Kim le verra. Arrêtez de respirer. Ça me rappelle mon voisin du dessus de l'autre fois. Bon bref. T'en es pas rendu? Kim va s'amuser au montage. Salut Kim. Salut Kim. Voilà.
C'était quoi ce bruit? C'était mon téléphone. Attends, je vais l'éteindre. On voit pas ma tête. Avez-vous déjà été inspiré par des personnages réels pour créer des personnages de vos romans? Pourquoi tu parles comme ça? Alors, j'ai été inspirée. Deuxième clap. Attendez, le nounours. Le nounours. Le nounours, le nounours, le nounours, le nounours. Attendez, le mouton. Vous êtes prêts pour le mouton? Le mouton. Le mouton, le mouton, le mouton. Alors, où est-ce qu'on en est? T'es mort? Non, non, je suis là. Je suis toujours là, hein. Je suis comme les cafards. Vous voulez voir mes pieds? Je suis un crevard. Regarde. Non, ah si, on les a. Ouais, c'est bon, on Regardez, les voit. j'ai pas les mêmes chaussettes. Je mets jamais les mêmes chaussettes. Les pieds, les pieds. Ah, C'est ça les qui est bien. pieds! Encore les pieds. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, celle-là, elle est à l'envers. Je ne me plie pas aux conventions chaussettales qui demandent à ce l'endroit, à que l'envers. Ouais. nos chaussettes, déjà, soient à l'endroit et soient par paire. Moi, je pense qu'il faut Oui. rapprocher les cultures et qu'une chaussette black peut tout à fait cohabiter avec une chaussette grise et apprendre de l'autre pour être ouverte sur le monde des chaussettes. Exactement. Si Kim y garde ça, c'est énorme.